Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce nouveau numéro, une interview de Corinne Lepage au sujet de son ouvrage 50 ans, 50 procès, 50 ans de combat pour l'environnement. On parlera également d'une nouvelle plateforme de médiation, Notre Accord. Et enfin, on parlera des propositions du Club des juristes en matière de cybercriminalité. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Lepage, avocate fondateur du cabinet Huglot Lepage Avocat et auteur de ce nouvel ouvrage « Nos batailles pour l'environnement, 50 ans de procès, 50 ans de combat », coécrit avec son mari Christian Huglot. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Comme vous venez de le rappeler, c'est un ouvrage à quatre mains, à deux plumes, qui raconte effectivement 50 ans de combats qui ont beaucoup évolué avec le temps, bien sûr, mais qui, je pense, ont été des marqueurs du droit de l'environnement. Et dans la mesure où on se rend compte aujourd'hui que le droit est un levier de plus en plus puissant, il nous a semblé intéressant pour les lecteurs d'aujourd'hui de voir comment les choses s'étaient faites et quelle inspiration on peut y trouver pour continuer à faire progresser ce droit qui devient une dimension absolument majeure du droit de l'environnement, du droit en général, de la société en particulier. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez participé pendant ces 50 années à la construction du droit de l'environnement? Alors, ça peut peut-être paraître orgueilleux de le dire, mais je crois vraiment oui. Tout d'abord parce que quand Christian Huglot a commencé à la fin des années 60, il était tout seul. Que lorsque je l'ai rejoint à la fin des années 70, on était deux, mais il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de juristes qui sont spécialistes de droit de l'environnement, que beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont les grands avocats en matière d'environnement sont passés par notre cabinet, ont été formés chez nous, et je m'en réjouis, parce que je dirais que la transmission et la formation, ça fait partie pour moi du métier d'avocat. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été de grands marqueurs, soit parce qu'elles ont révélé un vide sidéral, soit parce qu'elles ont carrément fait progresser considérablement le droit de l'environnement. Alors justement, vous évoquez les affaires. Quelles sont les affaires emblématiques auxquelles vous avez participé? Alors je dirais il y a la première, qui est l'affaire des Brouges de la Montée-d'Yonne, qu'a menée Christian Huglot tout seul, puisqu'à l'époque je ne l'avais pas encore rejoint, qui a permis d'établir la compétence du tribunal du lieu où se passe la pollution en matière de pollution marine. C'était l'histoire de la pollution de la Méditerranée par les Brouges de la Montée-d'Yonne, les Brouges toujours d'actualité avec Cassis aujourd'hui, à Caltéo. Ensuite, il y a bien sûr eu l'AMOCO, qui a été une révolution juridique avec la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères pour leurs filiales et la réparation du préjudice causé aux communes bretonnes par AMOCO Transport, AMOCO International, Standard Oil of Indiana. Ensuite, il y a l'IRICA, qui a été une double révolution juridique, d'abord par la reconnaissance du préjudice écologique par la Cour de cassation en 2012, mais également par l'extension du droit des déchets à la pollution en mer par la Cour de justice de l'Union européenne en 2010, je crois. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres procès. Il y a tout le droit nucléaire qui a été marqué, notamment la fermeture de Creys-Malville, qui est une fermeture jurisprudentielle avant de n'être qu'une décision politique. Vous avez également des décisions qui ont marqué l'histoire. Je pense à l'affaire du pont de l'île de Ré dans les années 84-85, où le commandant Cousteau avait eu l'idée de faire venir les télévisions pour constater qu'il construisait un pont sur le bord de la Seine parce qu'il n'y a pas besoin d'autorisation pour construire un pont. Voilà, il y a eu des choses comme ça, des grands réussites sur le plan de la protection de l'environnement. Je pense par exemple à l'abandon de l'urbanisation de la presqu'île de Saint-Tropez dans les années 95-96. Voilà, ça c'est pour le passé, mais il y a le présent et le futur. Et justement, quels sont les défis pour, disons, les 50 prochaines années? Alors, je ne sais pas si je peux me permettre d'aller jusque-là, mais nous avons intitulé la troisième partie. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas seulement un livre de mémoire. C'est en fait un outil non seulement pour les juristes, parce qu'on essaie d'écrire quelque chose qui est facile à lire et qui est lisible par tout le monde, mais pour tous les citoyens qui se préoccupent de ce type de sujet. Il y a le troisième partie s'appelle les procès de demain ont commencé hier. Pour moi, il y a trois grandes catégories. Il y a bien sûr la justice climatique,
avec le procès de Grande-Synthe que nous avons gagné avec Christian Huguelot au Conseil d'État pour la première phase. On verra la deuxième dans les semaines qui viennent. Les procès, la justice sanitaire. Bon, je pense à tous les procès autour des pesticides, aujourd'hui du glyphosate. J'ai eu l'honneur de défendre les maires qui ont pris les arrêtés antipesticides, par exemple, et qui continuent aujourd'hui en essayant de faire reconnaître le statut de déchet à ce qui sort d'un épandage et qui n'est plus dans le champ de l'agriculteur qui l'a épandu. Et puis va venir derrière la justice de la nature. Parce qu'il faut trouver une solution pour la biodiversité, que ce que nous avons mis en place avec la séquence ERC, évaluer, éviter, réduire, compenser, qui a été votée en 2016, ne suffit pas, parce qu'on scratche les 2 premières étapes, éviter et réduire, pour aller directement à compenser. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les compensations, elles sont sans aucune garantie dans le temps. Voilà. Donc je crois que c'est sur ces sujets-là maintenant que les choses vont se faire, avec peut-être la possibilité de trouver des idées dans ce qui a été fait par le passé. On voit que les défis sont nombreux. Merci Corinne Lepage d'être passée sur le plateau de Merci de votre Lexinside. invitation. Nous sommes toujours dans Lexinside et je suis en compagnie de Maxime Delamorinerie, cofondateur de la plateforme qui vise à encourager la médiation Notre Accord. Maxime, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter Notre Accord? Bien volontiers. En tant qu'avocat, je suis souvent confronté à des dossiers contentieux qui sont trop souvent stériles et qui ne font que des insatisfaits. Et en partant de ce constat, j'ai décidé avec mon associé Mathieu Josserand, qui est issu du monde du conseil, de créer Notre Accord, qui est le premier centre de médiation organisé en plateforme de service. Voilà. Donc notre objectif est de rendre la médiation plus transparente et plus accessible, que ce soit pour les médiateurs, mais également pour les médiés. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors, pour les médiateurs font l'objet d'une sélection par Notre Accord. Nous ne prenons que des médiateurs certifiés et spécialisés, issus des meilleures formations en médiation. Les médiateurs créent une page de profil sur Notre Accord qui leur permet d'avoir une visibilité, une notoriété sur le site qui leur permet d'assurer un développement de leur activité. Et les médiés, donc les personnes à la recherche de médiation, ont accès à ces médiateurs de façon transparente puisqu'ils ont le choix de choisir le médiateur qui leur semble le plus approprié pour résoudre leurs différends. Quels sont les services que vous proposez? Alors nous proposons un large panel de services, que ce soit pour les médiateurs, mais également pour les médiés à la recherche de médiation. Pour les médiateurs, donc, je l'ai dit, nous proposons une page de profil qui permet donc d'assurer le développement de l'activité des médiateurs, ce qui leur permet également d'intégrer une communauté, la communauté des médiateurs de Notre Accord, pour qu'ils puissent rédiger par exemple des articles, rencontrer leurs pairs. Nous leur assurons également des apports de médiation. C'est l'objectif pour les médiateurs qui rejoignent le centre de médiation Notre Accord. Et nous leur proposons également des services, qu'il s'agisse de location de salles de réunion avec notre partenaire Néonomade qui propose des locations de salles de réunion partout en France à des tarifs avantageux. Nous proposons aussi aux médiateurs des services en termes de facturation et de recouvrement, des partages de documents également. Et du côté du client final, de ceux qui sont à la recherche d'une médiation, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises ou des professions juridiques, nous leur donnons accès à tout un panel de médiateurs les plus réputés dans leur secteur, tout en leur proposant également donc, les services que j'ai mentionnés. Alors, les médiateurs les plus réputés, comment vous les sélectionnez?
Nous les sélectionnons donc, sur la base de la formation qu'ils ont effectuée. Nous accordons une attention toute particulière donc, à la formation des médiateurs, la formation initiale, mais également la formation continue. Et nous choisissons également des médiateurs qui sont réputés dans leur matière respective. Alors qu'il s'agisse d'avocats, d'anciens magistrats, de dirigeants d'entreprise, de DRH, d'experts comptables notamment. Quel est le business model derrière ? Alors le business model est composé d'une part d'un abonnement des médiateurs qui versent un abonnement mensuel pour accéder aux services de notre accord. Et notre accord prend une rémunération sur le montant des médiations. Quelles sont les perspectives de développement de votre plateforme ? Alors nous avons pour ambition donc, de devenir un tiers de confiance de la médiation en France pour la rendre plus accessible, plus transparente. Donc notre objectif et nos perspectives de développement, c'est de réunir une communauté de médiateurs, d'une centaine de médiateurs à très court terme. Et également, nous sommes en pleine levée de fonds que nous souhaitons boucler d'ici le printemps ou le début de l'été pour financer le développement de notre accord, qu'il s'agisse du financement du nouveau site qui va bientôt sortir, des investissements en termes de marketing digital, mais également de recrutement pour accompagner le développement de la société. Donc des projets très riches que l'on va suivre ici chez Lex Inside. Merci Maxime d'être passé sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler du rapport du Club des juristes, le droit pénal à l'épreuve des cyberattaques. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Lafarge-Sarkozy, experte au sein du Club des juristes, également associée au sein du cabinet Altana. Valérie Lafarge-Sarkozy, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez, merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors pour commencer par rapport à ce rapport, on va commencer par une recrudescence d'explosion de cyberattaques que vous soulevez dans la première partie de ce rapport. Expliquez-nous. En réalité, c'est une explosion qui date maintenant depuis une dizaine d'années. C'est une courbe qui est croissante et qu'on n'arrive pas à régler de façon à ce qu'elle devienne décroissante. Donc l'objectif de ce rapport, un des objectifs de ce rapport, du précédent, également, c'est de sensibiliser et d'essayer d'expliquer pourquoi nous sommes dans une phase de recrudescence de ces cyberattaques et comment faire pour essayer d'y remédier et comment faire aussi pour essayer que la peur change de camp. C'est-à-dire de rappeler à tous que l'attaque cyber, ça n'est pas celle qui va venir chez le voisin, ça peut arriver chez nous, chez nous, individus, personnes physiques, mais ce n'est pas l'objectif du rapport. L'objectif du rapport, nous visons les entreprises. Et donc, les attaques cyber, ça ne vise pas que les grandes entreprises, ça vise aussi les petites entreprises, ça vise toute l'entreprise, quelle que soit sa taille. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait une forme d'attaque cyber qui a été démultipliée du fait de la Covid-19 et du télétravail, qui sont les ransomware, qui ont augmenté de 143% l'année dernière, parce que tous les salariés et toutes les entreprises n'avaient pas forcément le matériel adapté pour travailler de chez soi, et donc il y a eu des failles de sécurité, et les cyberattaquants s'en sont évidemment emparés. Donc l'objectif vraiment de ce rapport, si on peut en avoir un, notre souhait, c'est d'essayer de prévenir, je dirais, n'y voyez pas là de la prétention, hein, d'éduquer un peu, c'est-à-dire de permettre à tout le monde d'apprendre pour essayer de se prémunir et pour essayer d'éviter de faire l'objet d'une attaque cyber, et donc que les chiffres cessent de croître. Et en fait, si on peut faire une relation avec ce que nous vivons actuellement, il faut dire que le terme geste barrière, ça fonctionne aussi pour les virus cyber. C'est-à-dire... Donc à nous d'adopter ces gestes barrières aussi. Exactement, à nous d'adopter une hygiène informatique de façon à faire en sorte que nous n'arrivions pas jusqu'aux extrêmes qu'il y a dans ce rapport, c'est-à-dire quand on vous parle du traitement, du droit pénal à l'épreuve des attaques cyber. Si on parle du droit pénal à l'épreuve du attaque cyber, ça veut dire que quelqu'un a été victime. Et qui dit victime dit enquête, et qui dit enquête dit après magistrat et dit décision. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de donner quelques recettes, d'essayer d'avoir quelques idées pour, aussi modestes et humbles soient-elles, pour essayer de faire décroître cette courbe et d'avoir un
petit peu d'avance sur les cyberattaquants qui, eux, sont très, très, très en avance. Et puis surtout, il y a un chiffre qui est important. On est très inégaux en face de ces attaques parce que acheter sur le darknet des outils pour commettre une attaque, ça coûte 5 $. Donc très facile d'accès. Voilà. Être victime d'une attaque, on a mis des chiffres dans le rapport, ils sont divers en fonction de l'entreprise concernée, mais ça peut aller jusqu'à... je ne vous donnerai pas de chiffres qui soient intéressants, on a mis des moyennes, mais ça peut coûter 2 000 €, mais comme ça peut coûter 10 000 $, 20 000 $, 100 000 $. Enfin, c'est rien. Le coût du matériel des cyberattaquants, en revanche, ce que ça peut coûter à une entreprise. Justement, dans ce rapport, vous proposez de mettre en adéquation, entre guillemets, les moyens, et notamment renforcer les moyens d'enquête et créer des cybermagistrats. Alors, j'ai eu la chance de rédiger ce rapport avec une magistrate, avocat général, Myriam Kemener, et avec une commissaire divisionnaire, Anne Souvira, en charge de la cyberdélinquance à la préfecture de Paris. Et nous, avocats, quand on arrive et quand on a une affaire comme celle-là, on constate l'excellence de nos services d'enquête français. Ils sont exceptionnels. Et l'excellence des magistrats qui connaissent cette matière. Mais elles m'ont dit... et c'est également le constat qu'a fait Guillaume Poupard, président de l'ANSSI. Elles m'ont dit, oui, mais nous ne sommes pas assez. Et ça n'est pas suffisant au regard du nombre d'enquêtes. Et je ne voudrais pas trahir son propos, mais le procureur Rémi Yates, que nous avons interviewé pour ce rapport, nous a dit que le nombre de saisines était passé de 34 à 140 en l'espace de 1 an, ce qui veut dire effectivement qu'il est nécessaire qu'il y ait plus de magistrats spécialisés en la matière. Il y a énormément de progrès et d'efforts qui ont été faits. Il y a eu la création d'une cellule spécialisée qui est le parquet J3. Il y a maintenant des magistrats de permanence le week-end, etc. Enfin, tout le monde est concerné par je dis ce problème, mais en fait, je minimise quand je dis ce problème, par cette difficulté majeure qui peut nous arriver. Mais en revanche, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris aussi en fait en rédigeant ce rapport, c'est qu'il y a un manque de moyens et de nombre. Donc manque de moyens, mais est-ce qu'il faut adapter aussi l'arsenal juridique ? Mon opinion est qu'à ce stade, ça n'est pas nécessaire parce que vraiment, on détaille au demeurant les infractions dans le rapport. On a un arsenal juridique qui est vraiment pour l'instant très construit et qui a commencé dès 1978 avec la loi informatique et liberté, puis après avec la visionnaire loi Godefrein, etc. Et donc, là, il manque peut-être la possibilité pour les enquêteurs d'être plus à l'aise pour les enquêtes sous pseudonyme. Mais à cette exception près, je dirais qu'à ce stade, c'est peut-être pas le sujet le plus essentiel, sachant que en réalité, comme le sujet est prégnant et qu'il intéresse évidemment les magistrats, le monde du droit, s'il y a une faille ou s'il y a besoin de s'adapter, le monde judiciaire s'adapte très facilement et très vite. Vous souhaitez également faire de la lutte contre la cybercriminalité une cause nationale pour 2022. Pourquoi ? Bon, on aimerait bien que le Premier ministre, effectivement, s'empare de ce sujet et puis puisse considérer que cela puisse être une cause nationale au regard de ce que c'est susceptible de coûter et des dégâts que peut causer une attaque cyber. Et là, je vais au-delà du rapport, mais aussi bien pour les individus, personnes physiques, pour des sujets que nous n'avons pas abordés dans le rapport, que pour les entreprises. Et donc, financièrement, économiquement, c'est un tel coût. Et puis, ce sont de tels dégâts psychologiques pour les individus, mais aussi pour les entreprises, parce qu'une entreprise qui se retrouve à devoir déposer le bilan parce qu'elle a subi une attaque cyber et qu'elle n'a pas les moyens d'y faire face, il y a la finance, l'économie et le moral. On va conclure là-dessus. Valérie, merci d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Merci Arnaud de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.